Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien et je suis très ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le cheveu afro. On entend tellement de choses à son propos qu'il est parfois difficile de démêler le vrai du faux. Cette nouvelle vidéo, j'aimerais donc vous amener pour découvrir ou alors redécouvrir le cheveu afro dans son entièreté et enfin pouvoir faire la lumière sur tous les points d'ombre à son sujet. Ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que le cheveu possède trois fonctions. La première fonction, c'est qu'il protège le crâne contre les radiations ultraviolettes. Il permet également de réduire la perte de chaleur. Et la troisième fonction, c'est qu'il permet de réduire la sensation tactile au niveau du crâne. Le cheveu est composé de deux grandes portions, une portion épidermique et une portion dermique. La portion épidermique, encore appelée tige du cheveu, est la partie du cheveu que l'on voit sortir du cuir chevelu. La tige capillaire elle-même est constituée de trois grandes parties, la cuticule, le cortex et la médula. La cuticule est la partie la plus externe du cheveu. Elle est constituée en majorité de protéines appelées kératine. Elle protège le cortex sous-jacent en formant une barrière protectrice contre l'eau et les traitements. Elle est formée de cellules plates en forme d'écailles qui se chevauchent les unes sur les autres avec leur partie distale tournée vers l'extrémité du cheveu. La cuticule intacte et en santé confère aux cheveux douceur et brillance, alors que lorsque la cuticule est endommagée, le cheveu a plutôt une apparence terne et rugueuse. Lorsque la cuticule est endommagée, le cheveu est également plus enclin à se casser. Comparé aux cheveux caucasiens et aux cheveux asiatiques, le cheveu africain possède une membrane cuticulaire plus fine, ce qui le rend plus susceptible à la casse. L'aspect extérieur de la cuticule est recouvert de lipides, à savoir du cholestérol et des acides gras et même des céramides, ce qui contribue d'ailleurs à sa fonction hydrophobique, mais également qui permet une moindre friction entre les cheveux. Études ont d'ailleurs montré que le cheveu africain contient plus de lipides sur son aspect extérieur que les autres types de cheveux. Le cortex constitue la majeure partie de la masse et de la force de traction du cheveu. Il est formé de filaments de kératine et de granules de mélanine, ce qui confère d'ailleurs la couleur aux cheveux. Les filaments de kératine sont intégrés à une matrice riche en cystéine qui connecte les filaments entre eux à travers des liaisons disulfure, ce qui confère d'ailleurs aux cheveux une importante force mécanique. Et ce sont d'ailleurs ces liaisons disulfure qui sont rompues lors de traitements chimiques tels que le défrisage. En plus des liaisons disulfure, il existe également des liaisons d'hydrogène qui se rompent facilement en présence d'eau et ce sont elles qui permettent de réaliser des coiffures telles que les mises en pli. Les cellules corticales du cheveu humain sont divisées en trois zones, l'orthocortex, le paracortex et le mésocortex. Et la distribution de ces différents types cellulaires semble être fondamentale pour déterminer la boucle du cheveu. La médula forme le centre vide et poreux de la fibre capillaire. Elle n'est pas toujours présente dans les types de cheveux, mais on la retrouve généralement dans des cheveux robustes tels que les cheveux grisonnants ou alors le cheveu de type asiatique. La médula comprend donc des protéines structurelles qui sont très résistantes aux traitements chimiques. La composante dermique du cheveu correspond à la partie du cheveu qu'on retrouve à l'intérieur du cuir chevelu. Elle est constituée de la gaine interne de la racine, de la gaine externe de la racine, des glandes sébacées, de l'approvisionnement sanguin ainsi que des fibres élastiques. La gaine interne de la racine sert de guide pour mouler la fibre capillaire jusqu'au niveau de la glande sébacée. C'est une structure rigide qui entoure la fibre capillaire et créant ainsi des conditions adéquates pour la formation de la tige capillaire. Une fois arrivé au niveau de la glande sébacée, la gaine interne de la racine se désintègre. Et il faut savoir qu'une désintégration précoce de cette gaine capillaire conduit à un type d'alopécie connu sous le nom de CCA, qui signifie alopécie cicatricielle centrifuge centrale, qui est d'ailleurs très présent chez les femmes africaines. Les glandes sébacées sont celles qui vont permettre la formation du sébum. Les études ont montré que la production de sébum par les glandes sébacées au niveau des trois types de cheveux, à savoir le cheveu caucasien, africain et asiatique, est identique. Seulement, à cause de la tournure
et des torsions que connaissent le cheveu africain, il est plus difficile pour le sébum de s'étaler depuis la base où il est produit sur toute la longueur du cheveu. L'approvisionnement sanguin permet d'apporter tous les nutriments nécessaires à la formation du cheveu. Il a été démontré par certaines études que l'approvisionnement sanguin est moindre dans le cuir chevelu du cheveu de type africain. Et une des conséquences directes serait donc que le cheveu africain pousserait moins vite que les autres. La fonction principale des fibres élastiques est de pouvoir ancrer le cheveu au niveau du cuir chevelu, mais aussi de lui conférer une certaine élasticité qui permettrait une certaine résistance à la casse. Certaines études ont d'ailleurs démontré que le cheveu africain possède moins de fibres élastiques au niveau de son cuir chevelu, ce qui permettrait que ce cheveu soit plus enclin à être arraché du cuir chevelu et donc par conséquent les femmes africaines ou alors les Africains seraient plus sujets à l'alopécie cicatricielle. Le follicule capillaire humain pousse suivant un modèle cyclique continu constitué de 3 phases, à savoir une phase anagène, une phase catagène et une phase... C'est la phase de croissance ou phase anagène qui détermine la longueur du cheveu. Elle dure environ 1 à 10 ans pour une moyenne de 3 ans. Approximativement 90% des cheveux sur le cuir chevelu se trouvent en phase anagène. Seulement, à mesure que l'on prend de l'âge, la longueur de la phase anagène se réduit. La phase catagène, quant à elle, est plus courte. Elle dure seulement environ 3 semaines. Durant cette phase, le cheveu régresse au travers de l'apoptose des kératinocytes, conduisant à une dégénération du bulbe capillaire. Pendant la phase télogène qui dure environ 3 mois, la croissance du follicule capillaire est totalement à l'arrêt et le bulbe capillaire s'atrophie. Une nouvelle phase anagène commencera donc avec la pousse d'un nouveau cheveu en dessous du vieux cheveu dans le même follicule capillaire. Et le vieux cheveu sera donc expulsé et se laissera tomber. Le cheveu est poreux, ce qui signifie qu'il est capable d'absorber de l'eau présente dans son environnement. L'humidité affecte la forme et la structure du cheveu au niveau des liaisons hydrogènes. Les études ont montré que le cheveu caucasien possède une teneur en eau plus élevée que les cheveux africains et asiatiques. Une section transversale des différents types de cheveux montre que les cheveux asiatiques et caucasiens possèdent un diamètre de cheveux un peu plus important que le cheveu africain. De plus, le cheveu africain possède une structure plus aplatie comparée aux 2 autres types de cheveux. La présence de ces torsions au niveau de la tige capillaire du cheveu africain le rend de plus susceptible à la casse et même à la formation de nœuds. La robustesse du cheveu dépend de l'intégrité du cortex et de la cuticule, mais également de la quantité d'eau contenue dans la fibre capillaire. Les études ont donc démontré que les cheveux caucasiens et asiatiques seraient bien plus robustes que les cheveux africains. Pour cette partie, j'aimerais donc présenter les résultats de 2 études qui se sont penchées sur une comparaison entre les propriétés caractéristiques et même chimiques des différents types de cheveux, à savoir le cheveu africain, caucasien et asiatique. Dans la première étude menée par Wolfram en 2003, il ressort premièrement qu'il n'existe pas de différence significative dans la composition en acides aminés de ces 3 types de cheveux. Ils observent deuxièmement que le cheveu afro a une forme plus elliptique que les 2 autres types de cheveux. Ils observent également qu'il n'existe pas de différence significative entre les 3 types de cheveux en ce qui concerne le pouvoir d'absorption d'eau. Ils observent également qu'en prenant en compte la forme et la structure du cheveu africain, ce dernier ne doit pas être peigné. Et que s'il devait être peigné, cela devrait se faire en condition où le cheveu est humidifié. Ils observent pour terminer que la modification de la structure du cheveu africain pour lui donner une texture plus lisse produit un résultat complètement différent du cheveu caucasien et du cheveu africain. Dans cette deuxième étude menée par Le Wallen et ses collaborateurs en 2015, où ils comparent les caractéristiques des cheveux afro ou africains et ceux des cheveux caucasiens, il ressort plusieurs conclusions. La première conclusion qu'ils observent est qu'il n'existe pas de différence significative dans le nombre de cheveux qu'on retrouve en phase anagène ou en phase télogène chez ces 2 groupes d'individus.
Ils observent également que le cheveu caucasien pousse plus vite que le cheveu africain, avec une croissance d'environ 0,33 mm par jour pour le cheveu caucasien contre 0,259 mm par jour pour le cheveu afro. Aussi, la densité du cheveu caucasien est bien plus importante que celle du cheveu afro. Ils observent également que la perte de cheveux au niveau des individus africains est bien plus importante. Ils observent également que le flux sanguin au niveau du cuir chevelu des individus africains est moindre comparé à celui des individus caucasiens. Les êtres humains naissent avec environ 5 millions de follicules capillaires et après la naissance, aucun nouveau follicule n'est ajouté. La perte de cheveux peut être réversible ou irréversible, ce qui permet de classifier l'alopécie en deux grands groupes. L'alopécie réversible, qui est dite non cicatricielle, et l'alopécie non réversible, qui est dite alopécie cicatricielle. Elle est caractérisée donc par la préservation des ouvertures folliculaires et le potentiel de repousse des cheveux. L'alopécie de traction est une forme d'alopécie qui survient généralement suivant la ligne frontale allant d'une tempe à l'autre. Elle résulte d'une tension excessive sur le follicule capillaire comme dans le cas des tresses. Si cette tension est prolongée et répétée, l'alopécie de traction pourrait transitionner vers une alopécie permanente. Cette forme d'alopécie est d'ailleurs très présente chez les femmes noires. L'alopécie androgénétique. C'est la forme d'alopécie la plus commune tant chez l'homme que chez la femme. Elle résulte de l'effet de la dihydrotestostérone sur les follicules capillaires. Chez l'homme, cette forme d'alopécie apparaît dans la zone fronto-temporelle et également au sommet du crâne. Chez la femme, par contre, cette forme d'alopécie se développe le long de la ligne centrale et se présente comme un épaississement de la ligne centrale. L'alopécie cicatricielle centrifuge centrale. Dans cette forme d'alopécie cicatricielle, l'alopécie s'installe au niveau du centre de la tête et s'étend de façon symétrique vers la périphérie. J'espère vous avoir apporté quelques éclaircissements en ce qui concerne le cheveu africain au travers de cette vidéo. Et si ce contenu vous a intéressé, je vous invite à mettre un j'aime. Laissez-nous votre commentaire pour savoir si vous avez appris quelque chose ou si ce type de contenu vous intéresse. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.